Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Bonjour Pierre et bienvenue dans Changer d'air. Bonjour Clément et merci pour l'invitation. Merci à toi. Mais en vrai, merci d'être là. Tu m'as dit que c'était une journée un peu vénère. Ouais. Un peu rapide, tu fais beaucoup de choses, tu vas nous en parler. J'ai envie de dire merci aussi à Théo quand même, qui nous a, qui est un bon ami de toi. Ouais, très bien, on se connaît depuis le lycée, hein. Même collège, on est devenus surtout amis au lycée, hein. Trop marrant. Et moi, Théo, qui était dans ma boîte avant, avec qui je continue à travailler sur la tuberculose. Grand biologiste, Théo. En vrai, je disais que ton temps était précieux parce que, alors, je vais essayer de citer des choses. T'es président de l'association des Mindsetters. Ouais. T'es fondateur du média Me Parle Pas d'Âge. T'as un compte Instagram qui s'appelle Étudiant Ambitieux avec plus de 100 000 followers. Et je trouve ça ouf, pas tant. Enfin, parce que t'as beaucoup de projets, donc ça, c'est inspirant. Mais je trouve ça encore plus cool parce que ces projets, ils sont quand même pas mal engagés. Et j'ai encore plus d'admiration pour les entrepreneurs qui mettent du sens dans leur truc. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter, ton enfance? Comment était le jeune Pierre? Est-ce que ton mari qui n'arrive pas aussi aujourd'hui? Si je devais raconter mon enfance, moi j'ai grandi principalement dans le Val d'Oise, d'abord à Villiers-le-Bel. Yeah. J'ai été élevé par ma mère. Okay. Par où je peux commencer? Je dirais que, au début je voyais pas d'intérêt à l'école. Okay. Quand j'étais en primaire, je m'intéressais beaucoup à l'histoire, à la vie après la mort, etc. Ah ouais. Mais surtout j'étais très fan des Incas, des Mayas. Ah ouais, t'es dans son délire. J'étais un peu décalé de mes camarades, donc j'aimais pas l'école, je me sentais pas forcément à ma place. Moi, je m'interrogeais beaucoup sur l'intérêt d'aller à l'école, des sujets sur la citoyenneté, parce qu'en 2007 j'avais vécu les émeutes de Villiers-le-Bel, où j'avais rencontré le terme banlieusard, immigration, etc. Et donc je me demandais finalement si on était français, quelle était ma place. T'es d'origine sénégalaise? C'est ça, okay. Sénégalaise, ouais. Et donc voilà, j'étais pas vraiment lié avec l'école. J'y allais pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle m'a toujours dit que l'école c'était quelque chose d'important. Puis c'était un peu un moyen de connaître l'ascension sociale et que c'était une chance d'avoir accès à l'école. Okay. Donc je dirais ouais, jusqu'à la classe de 4e, j'ai pas une relation fusionnelle avec l'école. Mais et juste pardon, ce que tu racontes des émeutes. Donc c'était en 2007, donc t'étais quand même jeune. Ouais. Comment, comment t'as vécu ça, toi? T'étais un enfant jusque-là et tu t'es dit, en fait, waouh, il y a une partie de la France qui me considère, comme des fous. Enfin, c'est ça. Donc c'était, en 2007. En fait, c'était des jeunes qui avaient été renversés, par des policiers qui sont morts. Et les policiers ont pas eu de sanctions. Et donc, de nombreux jeunes ont décidé de manifester contre cette injustice. Ouais. Et ensuite, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre. Et donc, Villiers-le-Bel était vraiment le centre, l'épicentre médiatique en France. Sarkozy était venu à l'époque à Villiers-le-Bel. Et c'est à ce moment-là où on parlait de banlieusards, des dangers internes à la France. Et on était parti, ça m'a marqué, voir la pièce La maladie du sommeil à Paris. C'était la première fois que je voyais les bâtiments haussmanniens. Okay. Et on rencontre une professeure, elle me dit, vous venez d'où? On lui dit de Villiers-le-Bel, et il a dit à ses élèves, surtout vous approchez pas d'eux. Et ça m'a choqué jusqu'à présent. Et c'est là où je me suis dit, qu'on était peut-être pas des Français comme les autres. Et je me rappelle, j'étais un peu comme on était tous un peu énervés nous aussi on voulait limite manifester dans la rue. Et ma mère à ce moment-là m'a dit, que si tu fais ça, je suis un peu rentré dans leur jeu. Et que elle a toujours cru en mon potentiel à l'école et elle m'a dit t'as qu'à devenir meilleur que tout le monde et ils n'auront pas d'autre choix que de t'accepter et que c'est par l'école et par l'excellence que tu vas un peu arracher ta liberté et avoir un moyen d'expression. Trop stylé. Donc en fait elle te dit pour changer le système ou pour changer la vision des autres, c'est pas par la violence. Ouais, c'est par l'école. C'est par le travail quoi. Ok. Et parce que c'est pas Villiers-le-Bel que t'as vu Théo, donc t'as déménagé? Ouais, j'ai déménagé, vraiment, c'est différent. Après les émeutes, justement. Après les émeutes. Ouais, c'était un peu exactement, ouais. Ma mère voulait me sortir de cet environnement-là en allant
À Montmorency, justement. Ok. Et pareil, école toujours. Théo me disait que t'étais pas du tout ça. Bah, c'est-à-dire que j'ai jamais été en difficulté scolaire, mais je faisais strict minimum Ouais. parce que je voyais pas l'intérêt de l'école. Donc quand je suis arrivé à Montmorency, justement, j'avais la réputation de jeunesse vieille belle. Donc je suis un peu avec les bons élèves de la classe. Et la part de mes amis, ils ont été renvoyés en sixième, exclusion, etc. Et insertion au travail, j'avais pas forcément les meilleures fréquentations. Ok. Mais moi, je restais sur le chemin. C'est-à-dire que je faisais le strict minimum pour qu'on puisse rien me dire. Ok. Tu sais quand même en sorte de pas te faire Toujours. piquer, quoi. En fait, ma mère, elle me disait toujours, fallait au moins 12 ou 13 de moyenne. Donc moi, je faisais strict minimum. Ok. Quand j'avais 12-13, ma mère, elle me disait rien. Même si elle me disait à chaque fois, tu fous rien à l'école, tu vas avoir des trop, etc. Et c'est vraiment au quatrième qu'il y a eu le déclic. Parce que ma professeure d'anglais, elle s'est adressée à certains de mes camarades et à moi en disant, bon, il y en a qui vont finir en classe professionnelle, le brevet, vous n'allez pas l'avoir. Et là, ça a touché mon ego. Vraiment, elle peut dire, ton destin, il est tracé, alors qu'elle me connaît pas, elle connaît pas mes capacités. Ok. Et ma mère, elle m'a lancé un défi, elle m'a dit, si t'es premier de ta classe, je t'achète la PS3 et des jeux vidéo dessus. Et c'est là où j'ai commencé à devenir un bon élève. C'est énorme. C'est énorme. C'est le petit pic à l'ego. Ah, plus franchement, plus la récompense de la maman et c'est tout. Ok, excellent. Et donc, lycée, ça veut dire... Enfin, c'est à ce moment-là que finalement, tu finis en prépa Henri IV, quoi. Donc, en troisième, déjà, je passe de élève moyen au supérieur à premier de ma classe. Wow. Et après, au lycée, du coup, ça me permet de rentrer dans une bonne classe. Mais j'avais pas encore d'ambition. C'est-à-dire que là, moi, je vais juste faire plaisir à ma mère. C'est-à-dire que j'avais toujours pas d'objectif à travers l'école. En fait, je me disais, bon, je vais voir où je vais aller. Et après, j'ai fait une seconde rencontre marquante, c'est mon professeur d'économie. Il disait à la fin de l'année, en seconde, bah, vous êtes très bon, mais finalement, c'est quoi votre objectif? Vous visez quelle école? Il m'a parlé de Sciences Po, l'ENS, HEC. Et moi, je connaissais pas, toutes ces choses-là, et j'ai juste dit, bah, moi, j'ai fait le bac. Je savais pas quoi dire, de plus, quoi, en fait. Et je l'ai relu en terminale, et il m'a dit, ouais, vous devez viser Henri IV, Sciences Po, l'ENS. Mais j'avais toujours cette sens sur je le disais, mais moi c'était plus le sport qui m'intéressait. Ok. Donc je me disais je ne voyais pas trop aller dans ces flux là. Et t'as compris que t'avais un talent ou pas? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit en fait je suis passé très moyenne après la classe, il y a quelque chose dans ta tête où finalement c'était ça t'a paru comme une logique Enfin, tu le dis tellement humblement que tu on dirait que c'est juste bah ouais bah je me suis mis à taffer. Ouais, c'est vrai que c'est une question que j'ai encore du mal à répondre. Ok. Bah je dirais jamais que j'ai du talent, mais je veux dire j'accepte que ça n'a pas été compliqué pour moi de changer, de devenir un bon élève. Ouais. Après, je me dis, c'est peut-être qu'au lycée, l'exigence, elle est avant tout dans la concentration qu'on a en cours. Et peut-être, comme j'étais fils unique, en fait, je m'intéressais à l'histoire. Il y a plein de sujets où j'ai développé ma créativité, ma mémoire. Ça m'a permis aussi d'avoir des capacités à apprendre rapidement les choses. Donc, je pense que c'est surtout aussi, les activités que je faisais enfant qui m'ont permis d'avoir ces facilités à apprendre rapidement les cours. Et après, c'est plus dans les regards des professeurs où je voyais que, mon prof d'économie, j'étais le premier. Et il me disait toujours, ça, c'est pas le niveau Henri IV. Il me disait, l'excellence, c'est dehors. Ici, on prépare au bac, mais c'est dehors que tu dois chercher l'excellence. Donc, il m'a toujours tiré vers le haut. Il a toujours voulu que je vise plus loin. Ok. Stylé. C'est encore ce que tu continues à faire? Me concernant, en fait, j'ai jamais eu un rapport fusionnel avec l'école. Même quand je faisais des bonnes filières. Non, mais sans viser plus loin dans tes projets, tu vois. Ah, dans les projets. Je dirais que c'est plus par l'impact. C'est-à-dire que c'est toujours, je suis très externe. C'est-à-dire que c'est beaucoup l'externe qui me motive. Donc, c'est-à-dire avant, c'était les professeurs, ma mère qui me motivait à avoir des bonnes notes. Et pour les projets, c'est plus, je sais que si je veux avoir de l'impact, si je veux avoir tel style de vie, j'ai besoin d'aller dans telle ou telle direction. C'est inspirant. Et le sport dans tout ça, c'était juste un jeu pour toi. Parce que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça passe de ta vie.
Le sport, j'ai commencé le sport, j'ai toujours aimé ça. Mais quand j'étais plus jeune, j'aimais pas. En fait, ma mère, elle m'a inscrit au judo quand j'étais justement à Villers-le-Bel, alors que moi, je voulais faire du foot. Qui veut faire du foot, hein. Mais ma mère, elle a toujours voulu me protéger. Elle m'a dit, le foot, c'est des mauvaises fréquentations. Et elle sentait que j'avais besoin de discipline. Donc, elle s'est dit, les arts martiaux, c'était bien pour moi. Et donc, j'étais très, très, très bon au judo, mais j'aimais pas du tout le judo. Vraiment, j'avais gagné plein de compétitions, Ouais. mais je le voyais comme une sanction. Jusqu'à dernièrement, j'ai pleuré pour ma mère, elle me laisse faire du foot, seulement en quatrième. Non, en troisième. C'est-à-dire, j'ai attendu des années avant que... Avant de revenir. Non, c'était mal passé en plus. Donc. Mais je dirais que c'était plus pour avoir de la discipline. Et après, j'ai malheureusement délaissé le sport quand je suis rentré dans le supérieur. J'en faisais un peu, mais pas autant qu'au lycée. Ou au lycée, j'en faisais 6 à 8 fois par semaine. Mhm. Et là, j'ai repris le sport quand j'ai découvert la boxe à Princeton. Et j'ai vu que ça m'apportait beaucoup sur le plan mental, la confiance et la discipline que je peux avoir dans ma vie. Ok. T'as dit un mot tout à l'heure, t'as dit impact. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, j'ai l'impression que t'es quand même beaucoup motivé par l'impact de tes projets. Genre, si ce n'est, c'est peut-être, on en parlera plus tard, mais est-ce que déjà à l'époque, t'avais ce sens de la justice, ou est-ce qu'il s'est développé plus tard? Ma mère a dit que depuis tout petit j'ai ça, parce que j'étais beaucoup sanctionné parce que je prenais la défense de mes camarades en primaire. Quand quelqu'un se faisait gronder, mais il a rien fait, etc. Et ma mère, elle travaille dans une association à la mission locale de Sarcelles. Donc je pense que, et même très petit, j'avais fait une collecte de jouets en primaire pour les envoyer à des jeunes au Sénégal. Donc je pense que depuis tout petit, j'ai toujours voulu redonner, parce que je voyais ma mère redonner, et après peut-être c'est des choses que j'ai depuis tout petit. Donc j'ai toujours aimé en tout cas retransmettre, et surtout que les professeurs me donnaient, donc je me disais bah moi aussi il faut que je redonne aux autres, parce que c'est en donnant qu'on aide les autres à réaliser leurs rêves. Donc c'est beau. Et donc tu fais une prépa, et c'est après la prépa que tu pars aux US? Alors moi, j'ai fait une filière qui s'appelle le CPES, je sais pas si tout le monde connaît. C'était une filière qui date de, ça fait combien de temps? 8 ans maintenant, je pense? Non, 9 ans. En fait, c'est une filière entre prépa et université. Mm-hmm. Donc, c'est sur 3 ans. Donc, en première année, on a des professeurs de prépa dans les 4 et des professeurs, des mines Paris Tech. Et en deuxième année, c'est des professeurs, un peu aussi de l'ENS. Ouais, ça, en fait, le but, c'est vraiment d'avoir le point fort des classes préparatoires et de l'université. Parce qu'on avait des chercheurs qui nous enseignaient en petit comité. Et on avait l'aspect, classe préparatoire. Parce que moi, les concours, c'est pas quelque chose qui me motivait. Ok. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire prépa. Au début, je suis piégé, finalement. C'est pareil, finalement. Mais je voulais pas avoir la pression du concours, parce que les écoles de commerce, je ne connaissais pas. Et ça, en plus, c'était payant. Donc, moi, c'était un frein. Ouais. Mais en 4, ouais, c'était un peu entre prépa et université, et ça permettait de toucher, j'ai vu le monde des ingénieurs, au MIL, même si on était pas ingénieurs, on côtoyait les ingénieurs. Ouais. À Dauphine, on voyait plus ceux qui étaient dans la finance, etc. Et en 4, les élèves en prépa, étaient préparés avec concours. Très fort. Et c'est quoi ton premier projet, dans tous les projets que j'ai cités avant, c'est quoi les premiers, Le premier, en fait, par exemple, l'association, je dirais que c'est le premier projet parce que je le faisais de manière, Les Mindsetters, du coup? Ouais. Tu peux nous expliquer ce que c'est? Donc, les Mindsetters, c'est une association que j'ai fondée il y a 2 ans avec ma mère, qui partait d'un constat, c'était que on parle beaucoup d'inspiration, sans donner les outils aux jeunes de réaliser leurs aspirations et leurs ambitions. Parce que souvent on dit quand on veut, on peut. Et moi, je pense que c'est quand on peut, on veut. C'est-à-dire que quand on a les capacités de pouvoir atteindre un objectif, c'est plus facile de pouvoir ambitionner de l'atteindre. Et donc, l'objectif, c'était grâce aux sciences cognitives que j'ai pu étudier à l'ENS, c'était comment on peut donner des outils aux élèves de réaliser leurs ambitions. D'abord, en partant de la connaissance de soi. Donc, si je connais ce qui m'anime, mes forces, mes faiblesses, c'est plus facile pour moi de m'orienter. Et une fois que je sais où je vais y aller, je peux me dire de quoi j'ai besoin. Et là, on leur donne des outils sur apprendre à se concentrer, comment réseauter, éducation financière. Donc voilà, voilà, vraiment donner du pouvoir d'agir aux jeunes. Ok, trop stylé. Et du coup, toi, je voulais en parler après, mais du coup, ce que tu as appris en neurosciences et ce côté-là, est-ce que toi, ça a changé ta vie? Apprendre à se connaître, tous ces fameux outils dont tu parles? Moi, en fait, je le faisais instinctivement. Ouais. C'est juste que les sciences cognitives, ça m'a donné une assise théorique. Ok. Parce que moi, comment je suis tombé dans les sciences cognitives?
c'est après mon séjour aux États-Unis à Berkeley. J'ai fait un service civique au sein de l'association Articulant pendant la crise sanitaire. Ok. Et en fait, j'ai aidé en fait les jeunes, je les mettais en relation avec des bénévoles pour les aider sur leur orientation scolaire justement, et je les accompagnais sur l'aide aux devoirs. Et je me suis rendu compte qu'un problème fondamental, c'était la concentration. Et je ne sais pas apprendre. Je travaille beaucoup, mais je vois pas les résultats. Et donc, en cherchant sur YouTube, etc., je suis tombé sur les sciences cognitives. Ok. Et je suis tombé sur l'article d'une chercheuse qui s'appelle Coralie Chevalier. Et j'ai vu qu'elle était professeure à l'ENS. Et c'est comme ça que j'ai candidaté C'est pas vrai. au concours de sciences cognitives Mais non. de l'ENS. Donc, en fait, c'est l'inverse. En fait, je dis ça instinctivement. Et en recherchant une assise théorique, bah, je suis tombé sur cette filière-là. En t'entendant, je me dis très souvent, mais le nombre de choses qu'on devrait, genre, apprendre à l'école, tu vas nous apprendre l'histoire, la géo, Ouais. c'est cool, hein. Mm. Mais on devrait nous apprendre cette partie, genre, Ça, ouais, maîtrise de soi. C'est ça. C'est quoi pour toi les éléments les plus importants? Genre, si demain tu fais une matière sciences cognitives à l'école, qu'est-ce que tu mets? Bah, je dirais, la première chose sur le cerveau serait, bah, déjà apprendre à apprendre, je pense que c'est le plus important. Ensuite, Et comment t'apprends? comment on apprend? Ça va, c'est un long sujet. Si, c'est facile à faire rentrer dedans, sinon t'inquiète. Bah, je dirais que le plus important, c'est que l'école, en fait, le système éducatif, on est dans l'apprentissage passif. Ouais. Alors que paradoxalement, c'est par l'apprentissage actif qu'on apprend. C'est-à-dire que passif, c'est je reçois une information et je me contente de l'écouter ou de l'observer. Et on te dit de l'apprendre. C'est ça. On te dit de la retenir. Quoi. Exactement. Alors qu'en fait, le meilleur moyen de retenir une chose, c'est en l'expérimentant et par l'action. C'est-à-dire, par exemple, quand je fais des ateliers sur justement apprendre à apprendre, je commence par dire aux élèves par groupe, bah, comment vous apprenez, comment on peut apprendre. Et après, on leur donne la solution. Ouais. Faut d'abord que le cerveau il cherche les solutions, puis qu'ensuite on lui donne les éléments pour répondre aux équations qu'il s'est faites lui-même dans sa tête. Et je pense que c'est la première chose, c'est vraiment de mettre l'élève au cœur de l'apprentissage, qu'il soit maître et non pas spectateur de l'apprentissage. Après, je peux rentrer dans le détail, mais c'est vraiment, je pense que le point clé, c'est vraiment, faut être au maximum actif, c'est-à-dire en participant en classe, en faisant des liens entre mes centres d'intérêt et le cours. Si j'aime la biologie, bah, est-ce que je fais un lien avec un sujet qui m'intéresse, avec, je sais pas, la gastronomie, avec la nutrition si je m'intéresse au sport, etc. Plus je vais faire ça, plus le cerveau il va faire des connexions, plus il va être captivé par le cours. Mais si je suis passif, en fait, c'est juste un flot d'informations que j'ai oublié au bout d'une heure ou 2 heures. Ok, très intéressant. Et avec les Mindsetters, aujourd'hui, du coup, tu vas dans ces classes et tu leur fais des ateliers. Donc, en fait, comme je disais, je faisais de manière artisanale. Ouais. Enfin, je veux dire, à la fin de base, moi, dès que je suis rentré en E4, je faisais des ateliers sur l'autocensure. Ok. Juste, j'avais pas de structure associative, mais en fait, déjà, j'intervenais sur ces sujets-là de autocensure, orientation scolaire. Mais j'étais frustré parce que justement, l'impact pour moi, il était minime. Ouais. Parce que, certes, le élève va être motivé pendant une semaine, mais d'une, sa motivation, elle va chuter, et de deux, je lui ai pas donné d'outils concrets pour pouvoir, je peux intégrer une prépa. C'est bien beau de dire, bah, toi, postule, mais est-ce qu'il a les capacités et les compétences pour y arriver? Ouais, les outils comme tu dis. Bah, et donc, en 2022, ce que j'ai fait, c'est dans le cadre de mon mémoire de recherche à l'ENS, en fait, j'ai testé des ateliers dans mon ancien lycée à Montmorency et dans un lycée professionnel à Vierge-les-Gonesse. Et en fait, je faisais 2 types d'ateliers. Il y avait un atelier où je disais, d'après les sciences cognitives, le cerveau fonctionne comme ça, donc tu dois apprendre comme ça. Et dans un autre atelier, pour un autre public, c'est un peu l'échantillon, je connais bien l'échantillon et le traitement. Dans ce traitement, là, je disais, Kylian Mbappé, les sportifs, Michael Jordan, il a dit ça. Donc, pour apprendre, essayer de faire la même chose. En fait, c'est la même conclusion, mais pas la même justification. Et je vais voir, est-ce que quand je pars des sources d'inspiration des jeunes, bah, les ateliers ont plus d'impact que quand je dis d'après les neurosciences, il faut faire ça. Donc là, bon, c'était un mémoire, donc c'est pas le truc le plus solide scientifiquement, mais en tout cas, il y a des conclusions qu'il faudra tester. C'est en fait que les deux, ça marche, mais ça marche plus quand on part des sources d'inspiration des jeunes. Okay. Ça sert à rien de dire neurosciences et de faire le grand expert. Ce qui les intéresse, c'est pourquoi je dois faire ça. Est-ce que les gens qui m'inspirent, ça marche chez eux? Alors pourquoi pas le tester chez moi? Ouais, de ouf. Alors ça, c'est logique. Si j'ai envie de devenir quelqu'un il a fait comme ça, t'as envie de c'est ça. Donc ça veut dire on part du sport, mais pour les inspirer à réussir dans leurs études. Et donc à partir de là, après, donc on a terminé dans les lycées, et là on a sélectionné des jeunes, d'abord des petits qui sont de bac+0 à bac+4, et on les forme sur
l'éducation financière, apprendre à apprendre. Et là, avec des amis que j'ai croisés, on va les former aussi à l'IA, Ouais. à appliquer à comment ChatGPT peut t'aider à préparer un entretien d'embauche, à faire des études de marché, vraiment les donner plus encore de pouvoir d'agir grâce à l'intelligence artificielle et les sciences cognitives. Sachant que les deux sont liés en plus. Et les deux sont liés de ouf. Et c'est trop cool ce que t'as dit tout à l'heure, enfin ce que t'as dit sur apprendre à apprendre. Déjà, la base d'apprendre à apprendre, ça veut dire croire que tu peux apprendre, tu vois. Et quand tu sors de l'école et que tu t'es toujours dit, ouais, j'ai rien réussi. Et donc, enfin, genre, c'est lié, je trouve que l'autocensure comme première porte, avant de dire, bon, maintenant que vous avez, que vous pouvez apprendre, on va vous apprendre à le faire. Ok, bah, bravo, beau travail. Si je peux aider, je te l'en reparlera, mais très cool. Donc, tu t'es dit, t'es là, t'as appris les neurosciences, enfin, les sciences cognitives. Tu dis, il y a des gens qui n'ont pas les outils, je veux les aider. C'est après que tu fais le média Me Parle Pas d'Âge? Ouais, Me Parle Pas d'Âge, c'est depuis très très longtemps. En fait, moi, Est-ce que ça y a des références à Kylian ou pas? Oh, clairement. Ok. Bah, moi, en fait, déjà, Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup d'admiration depuis très longtemps, avant même qu'il soit connu. Parce qu'en fait, quand il avait 16 ans, je regardais déjà son parcours à Monaco. Et ce qui m'avait frappé, c'était son ambition. Et justement, le fait que, bah, entre guillemets, quelqu'un qui vient de banlieue, qui vient issu d'immigration, qui assume d'avoir des ambitions et qui casse les stéréotypes. Parce que quand il est arrivé sur la sphère médiatique, encore au début, parce que maintenant ça change, mais on disait, il maîtrise bien le français, il s'exprime bien. Et il est humble. Exactement. Une certaine sagesse. C'est ça. Il était mature, il savait ce qu'il voulait, il était impliqué socialement avec sa fondation. Je me suis dit, bah voilà, lui, vu qu'il inspire les jeunes des quartiers, bah, il peut leur montrer que, en plus, c'est important de bien savoir s'exprimer, que l'éducation financière, c'est important, investir, c'est important, les études, c'est important parce qu'il parle extrêmement bien français et espagnol. Donc, je dis, bah, lui, c'est le parfait exemple de tout ce que je veux transmettre aux jeunes. Enfin, j'ai être ambitieux, travailler dur, la discipline, et avoir les compétences, les soft skills, qui peuvent t'aider à réussir professionnellement et scolairement. Et Me Parle Pas d'Âge, la séquence, ça m'avait marqué, et direct, je me suis dit, il faut que j'ai un projet aussi. En fait, ça symbolise tout, c'est, souvent, on te dit, attends, avant d'agir, c'est pas encore légitime. Mais en fait, si au fond, toi, tu sens que t'as les capacités, bah, si t'as le niveau, pourquoi attendre demain? Pourquoi pas agir, dès aujourd'hui? Puis de toute façon, que tu le chantes dans 2 ans, aujourd'hui, tu vas faire des erreurs et ça. tu peux t'en y aller, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu créer ça. Et après, j'attendais le bon moment, parce qu'à l'ENS, c'était compliqué, parce que je travaillais à côté des études, j'avais le projet de l'association, etc. Et dès que j'ai eu un peu plus de temps, j'ai lancé le média. Et ça, qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, donc là, j'ai interviewé des personnes qui ont différents parcours et aussi casser les stéréotypes et parler d'ambition. Alors, on dit toujours, c'était quoi leur ambition quand ils avaient 16 ans et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui pour voir, bah, est-ce qu'ils ont atteint leur ambition, est-ce qu'ils ont changé, pourquoi ils ont changé et voir, bah, à quels stéréotypes ils ont dû faire face. Notamment, bah, c'est beaucoup de gens qui viennent de milieux modestes, etc. Donc, quelles barrières ils ont surmonté, comment ils ont surmonté l'autocensure et aussi quand ils ont une compétence du style j'ai interrogé quelqu'un sur l'emploi, sur l'entrepreneuriat, bah, est-ce qu'il peut faire une mini masterclass de 10 minutes pour aider les jeunes, justement, qui nous écoutent, à pouvoir implémenter ça dans leur projet. Donc, c'est un peu le but. Et finalement, c'est un peu complémentaire avec les mindsetters. Exactement. Donc, les réseaux sociaux, c'est indispensable pour avoir l'impact. Parce qu'aller sur le terrain, c'est bien, mais ça prend du temps. Mais si on peut avoir l'impact médiatique, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et l'impact de terrain avec les mindsetters, bah, ça fait un impact, un peu 360 degrés. Ouais. Et en fait, à quel point l'étudiant ambitieux et Me Parle Pas d'Âge, c'est lié? Ouais, l'étudiant ambitieux, c'est juste ma page perso. C'est juste ta page perso. Parce qu'en fait, je partageais des astuces pour réussir ses études. Ok. Mais il y a le côté ambition. Mais je voulais pas créer, en fait, un média autour de ma personne. Donc j'ai dit, bah, Me Parle Pas d'Âge, c'est bien. Parce que du coup, ça va permettre d'être impersonnel, parce que tout le monde peut s'y retrouver. Donc c'est pour ça que j'ai créé le média avec ces mots-là. Ça va peut-être être un peu perché, mais c'est quoi être ambitieux? Pour moi, être ambitieux, c'est, en fait, on va être guidé dans notre vie, justement par notre ambition. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, si on observe les réseaux sociaux, on peut très vite être motivé par, par des motivations qui nous sont imposées par l'extérieur, du style faire beaucoup d'argent parce que tout le monde en parle, faire de la crypto-monnaie parce que tout le monde en parle, et du coup on devient une girouette. Mais quand on a un rêve et qu'on le transforme en objectif, ça devient une ambition, et c'est ça qui nous donne l'énergie de nous lever chaque matin et de dire par rapport à l'ambition que j'ai,
de quelles compétences j'ai besoin pour y arriver. Tandis que quand j'ai pas d'ambition, finalement, je risque juste de suivre le cours de ma vie Ok. en étant finalement inspiré, pas inspiré, mais guidé par les aspirations des autres. Ouais, clairement. Le système scolaire, c'est ça, en fait, on va dire. Va en pro parce que moi, je pense que c'est mieux pour toi. Va dans les filières parce que c'est mieux pour toi. Mais quand je connais mon ambition, c'est moi qui décide de la direction où je vais aller. C'est quoi ton rêve à toi? Mon rêve? Je sais pas si j'ai un rêve, mais j'ai rien qu'à mon ambition. Ouais. C'est vraiment deux choses, c'est de pouvoir en tout cas aider les jeunes déjà de milieux ruraux, de milieux modestes, à déjà justement connaître leurs ambitions, en tout cas les aider à formaliser une ambition, et ensuite leur donner les outils de pouvoir les atteindre. Et ça à travers les médias, l'association. Ce serait vraiment, si j'arrive à faire ça, ce serait vraiment top. Beau truc. Là, c'est marrant parce que dans le mot ambition, moi j'entendais un peu genre se mettre des objectifs hauts. Et en les gens sont dit ça. Et en fait, toi, tu te dis vraiment, et je trouve ça archi sain, que tu dis beaucoup plus même, genre être ambitieux, c'est-à-dire savoir ce que tu veux vraiment, genre, et se connecter à toi-même. Et c'est le premier exemple que t'as dit, c'est pas vouloir gagner d'argent pour gagner d'argent, tu vois. C'est parce que c'est un piège où on peut tomber. C'est-à-dire moi, quand j'ai commencé l'égalité des chances, c'était beaucoup le discours faire une grande école. Ouais. Puis je me suis rendu compte, mais pourquoi on doit forcément faire une grande école? Certains, ça peut être devenir boulanger, ça peut être créer une entreprise, etc. Et je dis en fait, l'objectif c'est juste que le jeune, il puisse avoir sa propre définition de la réussite et qu'on puisse l'accompagner à atteindre cette réussite. Alors que souvent on peut aussi calquer ses propres ambitions sur les autres et dire que c'est la seule voie pour réussir. Ouais, pour moi c'est un gros danger. Et surtout, c'est potentiellement des rêves qui sont mauvais pour toi, quoi. Genre là, tu parlais. C'est quoi ta relation à l'argent? Alors, est-ce que tu parlais de l'argent comme comme dans limite un rêve potentiellement négatif? Comment tu gères? Pour moi, l'argent, ça a toujours été un frein dans le sens où, quand je devais partir à Berkeley et puis à Princeton, c'était le frein. C'est-à-dire, scolairement, j'ai arrivé. Mais en fait, pour moi, l'argent, c'est ce qui permet de gagner du temps dans notre société. C'est-à-dire, moi, c'est pas un truc qui me motive, mais le pouvoir de l'argent me permet d'avoir de la liberté pour mes projets, c'est ça qui me motive. Ok. Donc c'est vraiment, c'est avoir de l'argent pour pouvoir faire ce que tu veux, finalement, pas tant pour en accumuler pour rien. Non, c'est vraiment pour pouvoir, pas financer des bourses à des jeunes, faire un média de qualité, pouvoir consacrer du temps à faire du sport. Pour moi, c'est plus ça, c'est juste un moyen. C'est-à-dire, c'est pas ça qui me motive. Justement, c'est plus quand j'ai un objectif que j'arrive à faire de l'argent. Si j'ai pas un objectif, c'est pas l'argent qui va me motiver à me lever le matin. Ok. Et c'est marrant parce que du coup, je regardais un peu sur ton compte, je sais pas si c'est en 900 jours. Un 900 jours. Un million, c'est en 900 jours. Ouais. Du coup, c'est quoi l'idée derrière? C'est de montrer qu'en fait, on peut gagner de l'argent et du coup, qu'après, tu peux avoir une liberté financière. L'objectif, c'était... Tu peux juste expliquer un peu les défis que tu t'es lancé, ceux que tu connaissais pas forcément. Ouais, donc sur les réseaux sociaux, je me suis lancé un défi de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est important de préciser. Pareil que... Et du coup, juste concrètement, en tant qu'auto-entrepreneur? Pas forcément. Parce que je pense que je serais limité. Si j'arrive à atteindre l'objectif d'un million. Il y a genre ça qui vont pas. Alors, pour l'instant, auto-entrepreneur, mais l'idée, c'est d'avoir un statut d'entreprise après. Okay. Et pourquoi je lançais ça? D'une, pour une fois, c'était déjà pour me motiver. Parce que quand on annonce publiquement l'objectif, ils me disent, j'aime bien faire ça aussi. Genre, moi, j'ai c'est un podcast, bien sûr. Donc déjà, pour me motiver, moi, à le faire. Ensuite, c'est, parce que je voulais pas, entre guillemets, parler seulement une fois que j'atteins mon objectif. C'est-à-dire, si jamais j'échoue, moi, je pourrais dire, voilà, c'est que j'ai mis en place, pourquoi j'ai échoué. Et si je réussis, je pourrais dire, voici ce que j'ai fait. Et surtout, les gens auront pu me suivre. C'est pas, une fois que j'ai atteint 1 million de mon côté caché, je dis, il faut faire ça, ça, ça. Je pense que ça a plus d'impact si tu montres le processus, qu'ils puissent voir que t'es parti de zéro et que t'as pu atteindre cet objectif-là. Donc, c'est vraiment pour motiver ces d'autres gens à se dire, qu'on peut commencer avec peu. Donc là, je fais des trucs très simples. Finalement, j'espère atteindre cet objectif. Tu tires d'où toute cette confiance? Confiance. Je sais pas si c'est de la confiance. T'as une confiance quand même en la vie, une positivité, d'où ça devient tout ça? Moi, je dirais plus, j'ai rien à perdre. Dans le sens où, Ouais, mais certains pourraient dire, si tu perds, t'essayes de gagner ton CA, tu gagnes 20, tu rates, tu vois, genre. Je dis toujours que, moi, personnellement,
Je préfère avoir des échecs que des regrets. Généralement, je supporte pas les regrets. On va dire, imagine, je déteste le si. Donc, je me dis que j'ai rien à perdre si j'échoue. Je suis encore jeune. Bah, au pire, je recommence tout. Ouais. Et, donc, c'est pas forcément de la confiance, c'est plus, je me dis, bon, si j'échoue, bah, c'est pas la fin du monde non plus. Il y en a, ils ont pas la chance de pouvoir travailler. Moi, j'ai la chance d'avoir fait des bonnes études, d'être pour l'instant, en tout cas, en bonne santé. Donc, en vrai, je suis déjà hyper chanceux. Ouais. Et j'ai rien à perdre. Si j'échoue, bah, je travaille comme tout le monde. C'est vrai, j'aime bien, en fait, on se met de Je pression. suis assez d'accord, t'as pas grand Mais chose à ouais. perdre, en fait. Je dis, ce sera une expérience. En plus, je vais apprendre des compétences en termes de communication, de prospection, etc. Donc, j'aime bien, en fait, j'ai tout à gagner. Et si je me lance pas, je risque d'avoir des regrets en me disant, bah, pourquoi je me suis pas lancé, etc. Donc, je pense que c'est plus, ouais, le fait que j'aime vraiment pas les regrets qui me pousse à agir. Même si, voilà, je peux toujours agir plus et être plus confiant. J'ai l'impression que, alors déjà, t'es drivé par se dire, je veux pas de regrets, j'ai mon ambition, j'ai mes objectifs. De toute façon, je trouve que c'est une très belle manière de le voir. C'est tes idées, c'est sur qu'est-ce que j'ai à perdre. Et franchement, Ouais. t'as rarement à perdre. Mais le frein, souvent dans tout ça, malgré ça peut être des peurs, tu vois. Genre la peur du regard des autres, la peur de. T'as des peurs ou pas, toi, qui te freinent encore? Des peurs qui freinent. Dans le sport, oui. Ok. C'est quoi, c'est quoi? Moi, c'est dans la boxe, c'est la peur des conséquences pour la santé. Ok. Dans le sens où, là, c'est pas longtemps que je fais de la boxe, ça fait, ouais, 5-6 mois. En boxe anglaise, en tout cas. Je me suis de la française. Et, je sais que quand j'étais aux États-Unis, il y en a plein qui me disaient que je pouvais vraiment être bon et je peux faire de la compétition. Mais je me disais toujours, justement, j'ai des projets, je peux pas faire trop de neurones aussi. Donc, je suis un peu freiné, hein, parce que je sens que je peux vraiment être bon si je me donne les moyens. Ouais. Mais d'un côté, je me dis, voilà, la peur, en fait, de dire, prendre les mauvais coups. Je sais pas si tu connais Mohamed Ali, quand il a fini, etc. Même si, en fait, c'est très peu probable, parce qu'il faut vraiment prendre beaucoup de coups et vraiment faire un c'est à l'euro. À Et pas long terme, objectif. si t'as fait de la neuroscience, tu sais que c'est pas Ouais, c'est ouf, ça. quoi. C'est ça, exactement. Et, donc, par exemple, dans ce domaine-là, ouais, c'est plus ce genre de peur. Après, dans le domaine entrepreneurial, Peut-être des peurs que t'as surpassées. des peurs, je suis passé. Ouais, je pense déjà qu'on fait de la création de contenu, je pense, ouais, la peur du regard des autres, c'est sûr. C'est dire, bah, ils vont dire, mais pour qui il se prend, etc. Mais ça, je pense, mon séjour aux États-Unis m'a beaucoup aidé. Franchement, ça m'a beaucoup aidé à gagner plus en confiance, justement. Parce qu'en France, c'était un peu, justement, bah, la peur de l'échec, faut avoir les droits, c'est-à-dire, moi, quand je suis parti aux États-Unis, j'étais en master d'économie. Ouais. Mais je sentais que c'était pas pour moi. Et donc, je suis parti à l'aventure. Alors que moi, voilà, pour moi, c'était ligne droite. Je vais faire, un doctorat en économie, banque mondiale, OCDE. Vraiment un truc classique. Parce que les professeurs m'ont dit c'est la voie royale. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ce qui m'animait. Et quand je suis allé là-bas, j'ai un prof de leadership qui m'a dit, en fait, quand je vais retourner en France, on va dire que t'es pas encore légitime. Mais dis-toi que c'est par l'action que tu vas arracher ta légitimité. C'est en étant légitime que tu vas agir. Et ça m'a marqué. Je me suis dit, en fait, moi, il faut que j'agisse. Faut pas que je mette de frein. Et ça a débloqué un peu ce côté, ouais, je suis pas légitime. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de freins. Je me disais, ouais, je suis pas encore assez prêt. Mais là, je me dis, il y a des gens qui sont moins bons que toi qui se lancent. Pourquoi tu te mets des freins? En fait, souvent, on se met des freins, on se dit, quand j'aurai ça. Et finalement, on se lance jamais. Ouais. Donc ça m'a permis d'avoir cette peur un peu, de supprimer cette peur de l'échec. Et pour le regard des autres, je me suis dit qu'en fait, au contraire, plus on te critique, mieux c'est. Parce que tout le monde peut critiquer, mais peu de gens peuvent être critiqués parce qu'ils agissent peu. Ouais. Donc déjà, si j'ai partie des gens qui agissent, qui prennent des risques, bah, je prends pas du tout à cœur les critiques. C'est bon ce que tu dis. T'as parlé un peu du côté je vais avoir un impact. Est-ce que là, toi, est-ce que tu te mets, je sais pas, une éthique dans ton business? Genre, est-ce que si demain t'as une boîte qui, je sais pas, si tu connais les trucs des Ouïghours, des esclaves en Chine, tu vois, est-ce que si demain t'as une boîte qui fait ça, qui te demande de les aider, est-ce que tu vas dire non? Ah, c'est sûr que je vais dire non. Non, donc t'as vraiment une éthique, genre, tu vas chercher de l'argent, mais comment tu gères ça? Bah, quand si je connais vraiment ce que l'entreprise elle fait et que je vois que ça colle pas à mes idées, clairement, je vais pas accepter. Ok. Parce que moi, je pense toujours au futur. Je me dis que l'argent, c'est bien, mais c'est quelque chose d'éphémère. Mais la trace qu'on laisse, c'est la réputation, c'est quelque chose qui nous va même continuer après notre mort. Ouais. Donc, moi, je veux toujours être aligné. C'est-à-dire, Ce que j'allais dire, après, la réputation,
Enfin, des mecs qui font des crasses toute la journée, qui ont une réputation excellente, tu vois. Non, ça. Donc, c'est plutôt être aligné avec... Ouais, aligné, c'est-à-dire, si je peux pas me regarder dans le miroir, c'est qu'il y a un problème. Ok. Ouais, c'est hyper important pour moi, d'être aligné. Pour moi, l'argent, ça vaut pas, le fait de relier ses valeurs. Donc ça, pour moi, c'est hyper important. C'est ça que t'es 100 000 followers qui écoutent des trucs comme ça tous les jours. Non, en vrai, je te jure, parce qu'il y a beaucoup de gars qui vont te raconter tout ça, et je trouve ça cool que t'apportes quand même cette partie alignement et valeur. Un peu dans ce côté-là, même si c'est, genre, je suis d'accord avec toi, mais en fait, je trouve que c'est pas ce qui est revalorisé dans la société, tu vois. On est quand même beaucoup. Est-ce que ça te touche ce genre de... Moi, finalement, je trouve que ça fait partie de la crise sociale, de toute cette crise où il y a des connards qu'on met sur des piédestals. Et est-ce que t'es touché par ça? Et comment tu gères ce côté, putain, comment ça se passe, quoi? Comment c'est possible qu'il y ait encore des trucs qui se passent comme ça? Bah, moi, en fait, j'ai de plus en plus que c'est un peu la philosophie des stoïciens de se dire, il faut se focaliser sur ce qui dépend de moi. Ouais, c'est vrai. Et je me dis, en fait, il y a tellement de problèmes dans ce monde. Même ma mère, elle dit souvent, si tu penses à tous les problèmes dans le monde, tu vas pas dormir. Et je dis toujours, focalise-toi sur ce qui dépend de toi. Parce que c'est là où tu vas pouvoir avoir un impact, même si c'est même si c'est une goutte d'eau, tu vas pouvoir avoir de l'impact parce que, en fait, il y a trop de problèmes parce que même, tu vois, je sais pas, tu pars en vacances. Là, je vais partir au Japon. Ouais. Tu peux te dire, bah, cet argent-là, t'auras pu le donner à des gens pour qu'ils puissent manger. En fait, si tu réfléchis comme ça, tu vas rien faire. Même tes invités, tu vas dire, ah, c'est un peu trop cher. Peut-être que, et je pense qu'il faut trouver un équilibre entre l'impact que tu vas avoir, les problèmes de la société et te dire, bah, dans tous ces problèmes-là, sur quoi tu peux avoir un impact? Moi, je me dis, c'est l'éducation. Du coup, je me reste vraiment, drivé par ça. Parce que sinon, je me dis, je perds l'énergie mentale, ça peut toucher ton niveau de motivation. Et je me dis, bon, il y aura des gens meilleurs que moi qui vont avoir un impact sur d'autres sujets. Ouais. Moi, j'essaie d'être le meilleur possible sur ce sujet-là. C'est cool. Et t'arrives, du coup, ça veut dire que tu creuses pas ces sujets-là? Parce que non, mais c'est deux choses différentes de dire, tu vois, moi, c'est l'écologie qui va me toucher de ouf et je suis en mode, j'essaie de fermer les yeux, tu vois, j'ai supprimé tous les médias, et de temps en temps, tu sais, ça revient et juste, t'es conscient que c'est là quand même, malheureusement. Bah, moi, c'est plus de temps en temps, je pense que c'est plus avoir un entourage qui va te challenger sur ces sujets-là. Ouais, ok. Genre, moi, par contre, j'ai une amie qui s'appelle Clara, elle est très forte sur tout ce qui est inclusion des personnes en situation de handicap. C'est pas ma spécialité, mais elle va me dire, ah, est-ce que t'as pensé à ça? Ou, telle manière d'écrire ou de parler, etc. Est-ce que tu devrais faire attention? Donc, je pense que c'est mieux d'avoir un entourage qui va te challenger. Mais je pense que si on veut exceller à un moment donné, il faut qu'on soit expert dans ce domaine-là et s'entourer d'une équipe qui est meilleure, mais sur d'autres sujets. Comme ça, quand on travaille ensemble, bah, on a un impact plus global. Ouais, je sens ça. Je partage cette idée, ouais. Mais c'est dur. J'ai du C'est mal à faire ce truc, à faire cette part des choses. Cette vision juste ici, elle est belle, mais franchement, ok. J'avais la question, une personne qui a changé ta vie. Est-ce que t'as quelqu'un d'autre que ce prof d'économie? Ah, mon professeur à Berkeley, le prof de leadership qui m'avait dit, en fait, il a fait beaucoup de choses. La légitimité. Ouais, il disait, il attend pas d'être légitime pour agir, c'est par ton action que tu vas la gagner. En fait, tout ce qu'il m'a dit, c'est arrivé, c'est-à-dire, il m'a dit quand je suis rentré en France, on va essayer un peu de t'instrumentaliser, chacun va vouloir, faire un truc avec toi, etc., juste pour leur propre récit. Et c'est vrai que c'est un peu arrivé. Et, c'est-à-dire parce que t'as une histoire, tu viens en gros d'épanouir. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Ça les gens viennent te voir, ouais, des médias, ouais, faut essayer d'être, d'être solide sur ses appuis, parce qu'on peut facilement t'instrumentaliser, dans les médias, clairement. Okay. Donc ça, je fais hyper attention. D'avoir vraiment un récit clair, pas tomber dans les pièges des journalistes, etc. Et après, sur la confiance, ça m'a beaucoup aidé. Parce que moi, ce qui m'a marqué, c'était, et je lui ai demandé les recommandations que je pourrais utiliser quand je l'ai dans les écoles. Et il m'a dit, ouais, j'ai pas le temps, écris-la toi-même. Et du coup, je l'ai écrite, mais j'ai eu du mal. Parce que moi, j'ai du mal à me faire des compliments depuis la présent. Et, après. C'est ton éducation, quoi. Ouais, on m'a éduqué comme ça. Et je lui ai envoyé la lettre. Et il m'a dit, voici ta lettre de recommandation. Je voulais juste que tu apprennes à te faire des compliments, mais j'ai déjà écrit une lettre. Et ça m'a marqué, j'ai vraiment fort. Il est incroyable, c'est avec 300, Il s'appelle comment? Kensinger. Kensinger. Ouais, c'est un professeur à Berkeley de leadership. Trop stylé. Ouais, il est incroyable. Franchement. Il a vraiment marqué.
Ouais, franchement, il m'a beaucoup aidé. Franchement. Et en avant et en après, franchement, ouais. Ok. Qu'est-ce qui est important dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important? C'est quoi tes piliers un peu aujourd'hui que tu veux partir Ah, je dirais ma famille déjà. Ouais. Ma mère, toute ma famille. Après, mes amis, slash, voilà, tout mon entourage. Le sport. Ah, c'est hyper important. Dès que le sport, ça chute, c'est fini, ouais. Franchement, généralement, quand commence à perdre pied, moi, c'est le sport. Dès que je commence à faire du sport, mal manger, c'est que le reste, Ok. ça s'effondre. Après, la spiritualité, c'est très important pour moi. Ça m'aide beaucoup. Ok. T'es religieux ou? Ouais. Et après, Tu pries, ça veut dire? ouais. C'est important pour moi aussi, mais je cherche encore mon chemin. Ouais. Après, c'est normal, généralement. Comme pour moi, dans la spiritualité, comme pour moi, c'est très personnel. Ouais, je suis d'accord. C'est-à-dire, faut trouver, justement, comment on l'implémente dans sa vie. Ça a des impacts différents en fonction des gens. Ouais. Donc, c'est pas facile. Et après, ouais. Si ça te dérange Ouais. pas. Moi, je trouve que c'est une manière. Enfin, ça, c'est très, je suis d'accord, c'est important. Je l'ai un peu renié, enfin, pas renié, mais j'ai un peu dit nique religion pendant dans mon ado. Et là, je le réincorpore. Comment t'incorpores ta spiritualité dans ta vie? Moi, je dirais, c'est plus déjà avec mon entourage. J'ai toujours l'entourage qui me challenge. Ouais. Et toutes les religions, c'est-à-dire, moi, j'ai des amis chrétiens, musulmans, hindous, etc. Et, justement, on va échanger sur ça. On va faire des débats. Ça veut dire que tu vas parler de quoi? De Dieu, du cosmos, Plein de trucs, hein. Que les gens pourraient donner, mais ça va être, par exemple, l'interprétation des textes. Ouais. Okay. Ça peut être, je sais pas, l'impact, que les gens peuvent donner récent. Même l'éducation que tu donnes à tes enfants. Ok. Le rôle de l'État, est-ce que on va écouter l'État ou la religion, il y a plein de débats, ce genre de choses. Ou même, même l'argent, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'es prêt à faire pour avoir de l'argent? Est-ce que ça aligne avec ça? Etc. Franchement, c'est ce sujet-là, en fait. Comment, Faut parler de Dieu lui-même ou pas? Ouais, on parle vraiment de ça. C'est un vrai sujet. Ouais, on parle vraiment. C'est quoi ton Dieu à toi? Tu vois, je trouve ça. Ouais, on parle vraiment de tout. Franchement, il est sans jugement. Ouais. C'est vraiment, on accepte les croyances de chacun et on débat. Ça, c'est important pour moi. Et ouais, surtout, justement, avoir un entourage comme ça, en fait, c'est important. C'est-à-dire, moi, j'ai un entourage, s'ils ont quelque chose à me dire, ils vont me dire. Ils vont pas me dire, on a peur de te blesser, ils vont dire, tu vas pas dans le bon chemin, fais attention à ça, etc., etc. Et après, moi, je pense que c'est vraiment les plus, utiliser ça, et être aligné avec ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Pierre. Merci à toi. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère du fond du cœur que tu es plein d'énergie, que tu as le sourire et que tu repars avec des réponses et inspiré par notre invité. Bon, j'écoute aussi des podcasts et je sais qu'on a la flemme de le faire, mais ça prend vraiment moins d'1 minute. Alors si tu peux liker et t'abonner à Changer d'air, merci beaucoup. Ça lui donnera de la force et de la visibilité. D'ailleurs, si tu as des retours, des questions ou des idées, n'hésite vraiment pas à me les remettre en commentaire ou à me les envoyer par mail. L'adresse est dans la description. À la semaine prochaine!